Dans les recoins obscurs du monde, un mal indicible attend. Un sceptique est retrouvé mort dans une chambre verrouillée, le visage figé par la peur. Des êtres aux trop nombreux membres disparaissent dans le ciel, et une jeune fille souffre alors que personne ne la croit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cet épisode va vous plonger dans 3 affaires qui prouvent que notre monde est plus étrange et plus dangereux que nous aimerions le croire. Car les terreurs tentaculaires sont partout. Je suis Josh Dinocchio, voici What Lurks Beneath, et vous ne voudrez pas manquer celui-ci. En 1840, un jeune homme de 20 ans nommé Sir Robert Warboy était assis dans une taverne du quartier de Holborn, à Londres, écoutant distraitement un groupe près de lui raconter des histoires. Les histoires qu'ils racontaient concernaient ce qu'ils affirmaient être la maison la plus hantée de tout Londres. La maison, disait-il, se trouvait au 50 Berkeley Square, dans le très huppé quartier de Mayfair. Lorsque Robert entendit parler de ces entités maléfiques sans nom qui hantaient cet endroit, il leva simplement les yeux au ciel. C'était un homme de science et de logique, et il n'avait ni le temps ni la patience pour les contes de fées. Il fit d'ailleurs savoir à tout le monde dans la taverne ce qu'il en pensait. Il se montra très vocal à ce sujet. Il devint tellement insistant en affirmant que tout cela n'était que des absurdités et qu'il devait arrêter, que d'autres clients du pub lui lancèrent un défi. « Robert, si tu es si certain que ce ne sont que des sottises, pourquoi n'irais-tu pas là-bas passer la nuit toi-même? » Robert, très jeune et impatient de prouver son point de vue et son courage, accepta immédiatement, et l'on prit des dispositions pour qu'il passe la nuit dans la chambre la plus hantée, à l'étage supérieur du 50 Berkeley Square. Un peu plus tard, il arriva, et le propriétaire l'accueillit à la porte d'entrée, l'air très nerveux. Il remit à Robert 2 objets, un pistolet et une corde reliée à une cloche. La corde descendait de la chambre où il allait se trouver jusqu'au quartier du propriétaire. Celui-ci expliqua à Robert que, s'il rencontrait quelque chose d'étrange, il n'avait qu'à tirer sur la corde et il viendrait en courant. Aussitôt, Robert se dit qu'il y avait clairement beaucoup de mise en scène destinée à l'effrayer. Mais il pensa, « Peu importe, je vais jouer le jeu. » Il ne le dit pas à voix haute, mais c'est ce qu'il avait en tête. Le propriétaire le conduisit ensuite dans la chambre où il passerait la nuit. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de meubles, juste un petit lit et une table. Le propriétaire y posa une seule bougie, l'alluma, puis sortit rapidement, refermant la porte derrière lui. Robert s'assit alors sur le bord du lit. Il était seul, et il restait convaincu que tout cela n'était que superstition ridicule, que la nuit serait totalement banale et ennuyeuse. Il posa ensuite le pistolet sur la table, à côté de la bougie. Et après un moment, après que rien ne se soit passé et que l'ennui ait pris le dessus, il alla se coucher vers minuit. Avançons jusqu'à environ 1h moins le quart, et le propriétaire, en bas, fut brutalement réveillé par la sonnerie frénétique d'une cloche provenant de la chambre de Robert. Le propriétaire eut à peine le temps de sortir du lit qu'il entendit un second bruit, le son d'un coup de feu. Et maintenant, la situation devenait grave. Le propriétaire se précipita frénétiquement à l'étage et fit irruption dans la chambre sans savoir à quoi s'attendre. Et tout de suite, il vit que Robert n'était pas au lit. Il se trouvait dans un coin de la chambre. Mais Robert n'était pas recroquevillé de peur. Il était mort. En fait, le pistolet était encore dans sa main et il fumait encore d'avoir été tiré. Mais à la lueur faible de la bougie, le propriétaire distingua un seul trou de balle dans le mur, du côté opposé de la chambre. Ce qui l'horrifia véritablement, c'était l'expression sur le visage de Robert. Ses lèvres étaient retroussées, ses dents serrées, et son visage figé dans ce cri primal et final de terreur. Même ses yeux semblaient sortir de leurs orbites, comme s'il venait de voir quelque chose d'une horreur si absolue qu'il en avait littéralement été terrifié à mort. Quoi que Robert ait vu ou affronté dans cette chambre cette nuit-là avait été assez terrifiant pour le pousser à tirer la cloche. Cet incident de 1840 fut la première rencontre documentée avec cette entité qui allait être connue sous le nom de la chose sans nom de Berkeley Square. Mais pour comprendre tout le contexte de cette histoire, nous devons revenir en arrière et examiner l'endroit où elle vit. La place Berkeley se trouve à Mayfair, qui est un quartier chic de Londres. La place elle-même fut construite au milieu des années 1700. Et le numéro 50 est ce bâtiment de 4 étages avec un sous-sol. Aujourd'hui, il est classé comme structure d'intérêt architectural et historique particulier. Au fil des années, il a eu des voisins notables. Winston Churchill séjourna dans le bâtiment numéro 48, et le numéro 50 lui-même fut autrefois la demeure de George Canning, qui servit brièvement comme premier ministre du Royaume-Uni. Mais ce ne sont pas les caractéristiques architecturales de l'édifice ni ses voisins qui ont rendu cet endroit si célèbre. C'est la chose qui, selon la rumeur, y habite. Maintenant,
L'endroit exact fait débat, mais quoi qu'il en soit, il vaut probablement mieux éviter complètement les lieux. Parce que, vous voyez, après l'incident, la réputation de cet endroit ne fit que grandir. Et le prochain incident impliquant la chose sans nom eut lieu des années plus tard, et il concerna deux marins de Portsmouth nommés Robert Martin et Edward Blunden. Selon certains récits, ils étaient marins à bord du HMS Penelope. Et les deux marins étaient sortis en vélée, comme si souvent, ils avaient passé une sacrée soirée. En fait, ils auraient dépensé tellement de leur solde en boissons et en femmes que, quand vint le moment de dormir pour cuver, il ne leur restait plus un sou pour se loger. Alors, ils erraient dans les rues de Londres et tombèrent finalement sur un vieux bâtiment abandonné depuis longtemps. Il semblait que personne n'y habitait, et ils parvinrent à peine à distinguer l'enseigne sur la porte indiquant « 50 Berkeley Square ». Ils décidèrent de forcer une fenêtre du sous-sol et, en quelques instants, ils avaient trouvé leur hébergement pour la nuit. Bien sûr, comme c'est un sous-sol, ce n'est pas exactement un hôtel 4 étoiles. C'est humide, il fait froid, il y a des rats, vous voyez. Alors ils décident de monter à l'étage. Peut-être qu'ils y trouveront un endroit plus confortable pour dormir. Finalement, ils s'installent dans une chambre à l'un des étages supérieurs. Et laissez-moi vous dire qu'ils se mettent bien à l'aise. Robert ferme la porte soigneusement et cale son fusil dans la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air, afin de rendre l'atmosphère moins étouffante. Et pour lutter contre le froid qui s'infiltre de l'extérieur, il allume un feu dans la cheminée en utilisant des meubles cassés et des planches pourries trouvées dans la pièce. Alors qu'il s'installe, Edward confie à Robert qu'il a l'impression qu'ils ne sont pas seuls, comme s'il y avait une présence avec eux. Mais Robert est beaucoup trop ivre ou trop fatigué. Il s'en fiche complètement. Il balaie ses inquiétudes d'un revers de main. Peu après, ils sombrent tous les deux dans le sommeil. Puis, minuit arrive, et Edward se réveille. À ce moment-là, le feu s'est éteint, mais il voit que la porte de la chambre est désormais grande ouverte. Et un mince ray de lumière grise traverse le sol. Puis, les deux hommes entendent un bruit étrange. C'est le bruit de quelque chose de lourd, quelque chose qui ne peut pas marcher sur deux jambes. On dirait quelque chose qui se traîne sur le sol, en leur direction. Et tandis qu'ils se figent et regardent avec horreur, une forme commence à apparaître dans l'encadrement de la porte. Avec la faible lumière, c'est difficile à distinguer, mais cela semble presque onduler en avançant, comme si c'était visqueux, et cela a beaucoup de membres, bien plus que Robert ou Edward ne peuvent en compter. Petit à petit, cela glisse entre les marins et la porte ouverte, bloquant ainsi leur seule issue. Avant même qu'ils ne puissent réagir, cette chose bondit en avant sur Edward, rapide comme l'éclair. Robert ne peut rien faire et regarde cette chose s'enrouler autour de la gorge de son ami. Les cris d'Edward s'éteignent rapidement alors que la créature resserre son emprise. Et maintenant qu'elle est plus proche, Robert voit que ce n'est pas une main qui étrangle Edward, mais un long tentacule visqueux couvert de ventouse. C'est un tentacule. Robert est tellement paniqué par cette vision qu'il n'essaie même pas d'aider son ami. Il s'enfuit de la chambre, dévalant les escaliers pour sortir dans la rue, et il court jusqu'au bout du pâté de maison où il trouve enfin un policier. Dans un état de terreur absolue, il parvient à expliquer ce qui vient de se passer. Bien sûr, l'agent sent l'alcool sur lui, il est très sceptique, et il écoute ce récit d'un ami attaqué dans une maison abandonnée. Et, évidemment, cela ressemble aux divagations d'un homme beaucoup trop ivre. Mais ce marin est tellement terrifié qu'il avoue avoir cambriolé une maison, les larmes aux yeux. Et quoi qu'il craigne, cela semble si grave qu'il ne se soucie même plus des conséquences. Alors, entre cela et son devoir de policier de mener une enquête, l'agent se dit « Très bien, je vais te suivre. » Allons voir. Il retourne donc au 50 Berkeley Square. Et une fois à l'intérieur, c'est un silence de mort. En fait, c'est tellement silencieux qu'on ne pourrait jamais deviner qu'il y avait eu le moindre problème. Alors, il monte silencieusement les escaliers jusqu'à la chambre où Robert et Edward avaient dormi. Mais il n'y a rien à voir. Et je ne veux pas seulement dire que la créature avait disparu, mais Edward avait disparu lui aussi. Et il n'y avait aucun dégât apparent. Robert récupère son fusil, toujours calé contre la fenêtre, exactement là où il l'avait laissé. Et il suggère alors à l'agent de descendre à la cave. À ce stade, l'agent est prêt à tout rejeter comme une simple hallucination due à l'alcool. Mais Robert insiste. Alors, ils descendent les marches jusqu'à la cave humide et froide où ils avaient d'abord fait irruption. Et elle est tout aussi inhospitalière qu'auparavant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Car dans un coin, ils trouvent le corps d'Edward Blenheim. Et il est évident, vu l'état du corps, que sa tête avait été violemment tordue sur le côté, comme si quelque chose l'avait secoué avec une force incroyable. Tout comme Robert avant lui, les yeux d'Edward semblaient presque sortir de leurs orbites,
comme s'il avait vu, dans son dernier instant, quelque chose d'une telle horreur que la peur s'était gravée à jamais sur son visage. Maintenant, il est important de noter qu'il existe des récits alternatifs de sa mort. Car certains disent qu'il n'a pas été étranglé par la chose sans nom. Ils affirment qu'il est mort en tombant d'une fenêtre. D'autres encore prétendent qu'il s'était accidentellement empalé sur les grilles, et qu'il existe différentes descriptions de la chose sans nom elle-même. Certains témoignages la décrivent comme une silhouette sombre, humanoïde, avec un visage et un corps difformes, qui aurait étranglé Edward avec des mains froides et brumeuses. Il existe même une autre version affirmant qu'Edward n'aurait pas été étranglé, mais littéralement déchiqueté dans la cave. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Il était mort, et le 50 Berkeley Square avait revendiqué une nouvelle victime. Pendant de nombreuses années après ces événements, la maison resta vide. Et c'est bien compréhensible. Les gens étaient réticents à y vivre avec une telle réputation. Mais de 1859 jusqu'au début des années 1870, un homme courageux, ou insensé, du nom de Thomas Myers y vécut malgré tout. On raconte que Myers, le cœur brisé après avoir été rejeté par sa fiancée, était devenu un véritable reclus. Il dormait durant la journée, et la nuit, les passants entendaient les sons les plus étranges. On disait que c'était parce qu'il s'enfermait dans le grenier pendant la journée, et qu'à la nuit tombée, il errait dans la maison, pièce par pièce, une bougie à la main. Mais, pour une raison inconnue, la chose sans nom ne semblait pas trop déranger Thomas Myers. Il mourut en novembre 1874, à l'âge de 76 ans. Dans les années 1870, un homme courageux, ou téméraire, du nom de Lord Littleton décida de passer la nuit dans la maison à la suite d'un pari. Et contrairement à Robert, qui n'avait qu'un simple pistolet pour se protéger, Littleton arriva armé jusqu'aux dents. Il avait 2 mousquets à bouche évasée. Tu sais, ceux avec l'embout en forme d'entonnoir. Ils étaient chargés de chevrotines et de pièces de 6 pence. La logique de Littleton était que l'argent contenu dans ces pièces servirait de charme contre les esprits maléfiques. Aussi fou que cela puisse paraître, son plan a peut-être fonctionné, car durant son séjour, il affirma avoir rencontré une apparition et avoir survécu pour raconter l'histoire. Il dit avoir tiré dessus et, selon ses propres mots, elle est tombée comme un canard abattu avant de simplement s'évaporer. Il n'a pas donné beaucoup de détails sur ce qu'il avait visé. Il expliqua que c'était comme une brume brune avec des tentacules, et déclara que c'était le fantôme le plus terrible, le plus malveillant qu'il ait jamais rencontré. Les années passèrent et, malgré la réputation grandissante de la maison, le conseil local resta très déterminé à collecter les impôts sur la propriété. Il était temps que la chose s'en nom paie sa part, et à un moment donné, ils avaient même émis une assignation pour défaut de paiement des taxes. Cependant, les propriétaires n'auraient même pas été poursuivis. C'est dire à quel point la réputation du lieu était effrayante. Il semble que même certains collecteurs d'impôts se méfiaient de cette maison. Ainsi, en 1879, un magazine publia un article sur les incidents liés à cette demeure. Et nous obtenons alors quelques détails supplémentaires sur les autres victimes de la chose sans nom. L'article affirmait qu'une fois, une domestique qui avait séjourné dans la chambre du grenier fut retrouvée folle. Elle fut envoyée à l'asile, où elle mourut le lendemain. Et une autre servante, la même année, aurait crié « Ne la laissez pas me toucher », avant, elle aussi, de succomber à la terreur qui hantait la maison. Il y eut également un autre incident impliquant un certain capitaine Kentfield. Le capitaine était en réalité le fiancé de la fille aînée d'une famille vivant dans cette demeure. Et, selon l'histoire, la famille fut réveillée par des cris et des coups de feu, bien que les détails précis de l'incident soient moins clairs. Ce n'est qu'un autre récit sombre dans la longue histoire de la maison. On raconte également qu'un noble aurait séjourné dans la chambre du grenier. Comme la domestique, il fut retrouvé paralysé par la peur, si terrifié qu'il fut totalement incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Ce lieu semble donc être un mélange d'histoires vraies et de légendes exagérées. Alors, y avait-il vraiment quelque chose derrière tout cela? Eh bien, dans les années 1920, le célèbre enquêteur psychique Harry Price s'intéressa à cet endroit. Harry, à l'époque, était déjà connu pour ses investigations, et il ne pouvait pas laisser passer une telle maison. Il fit d'abord ses devoirs avant de visiter, en menant des recherches approfondies, parcourant des tonnes d'articles de journaux et d'autres récits historiques. Parmi ces découvertes figurait une histoire selon laquelle, en 1790, la maison aurait servi de base d'opération à un réseau de faussaires de monnaie. Cela amena Price à espérer accent aiguculé que peut-être, ces faussaires avaient inventé l'histoire de la chose sans nom afin de couvrir leurs activités et de tenir les curieux éloignés. Je veux dire,
Cela a parfaitement du sens. Mais cela ne signifiait pas nécessairement que Price pensait que la maison n'était pas hantée. Il découvrit également un récit datant de 1840 mentionnant le son de cloches, de lourds pas, et de bruits de traînées pesant dans toute la maison. Sur la base de cela et d'autres preuves, il conclut que cet endroit, le 50 Berkeley Square, était hanté, mais que la source de l'agitation n'était pas la chose sans nom. C'était un poltergeist qui était actif depuis les années 1840. Finalement, le rez-de-chaussée du 50 Berkeley Square devint une librairie d'antiquités appelée Mag Brothers, et l'adresse fut rénumérotée de 50 à 25, mais sa réputation persista. Fait intéressant, aucune apparition de la chose sans nom n'a été signalée au 20e siècle. Cependant, les employés de la librairie n'étaient apparemment pas autorisés à monter à l'étage supérieur. Et un avis de police aurait été affiché dans les années 50 stipulant que l'étage supérieur ne devait en aucun cas être utilisé, même pas comme espace de stockage, ce qui est étrange. Pour ceux qui réussissaient à s'y introduire, la pièce était décrite comme écrasante, oppressante et très dangereuse en termes d'atmosphère. On raconte qu'une jeune fille serait devenue folle à cause de ce qu'elle y avait vécu. Et un autre détail étrange à propos de la maison, une personne mystérieuse, apparemment sans nom, aurait visité l'endroit tous les 6 mois à l'époque. Cet étranger enfermait les vieux gardiens dans la cave et occupait la chambre du grenier pendant des heures. Mais bien sûr, personne n'a jamais su qui c'était ni ce qu'il faisait dans cette maison. Et pendant de longues périodes, la maison restait complètement vacante, ce qui était inhabituel pour une propriété située dans un quartier aussi recherché de Londres. Rien de tout cela ne nous dit exactement ce qu'est la chose sans nom du 50 Berkeley Square. Certains supposent qu'il s'agit du fantôme d'une jeune femme qui vivait dans la chambre du grenier et qui se serait jetée par une fenêtre pour échapper à un oncle violent. Ce spectre, disent-ils, prend parfois la forme d'une brume brune ou d'une silhouette blanche. D'autres disent que ce n'est pas un fantôme du tout. Ils affirment qu'il s'agissait en réalité d'une créature. Bien que les descriptions varient, la plupart s'accordent sur le fait qu'elle produisait un bruit atroce et visqueux. D'autres l'appellent une masse d'ombre. Et certains témoignages mentionnent spécifiquement des pieds griffus et des serres tranchantes comme des lames, ou encore, comme dans l'histoire des 2 marins, une masse de tentacules grouillants. Maintenant, il existe une autre théorie inhabituelle à propos de la chose sans nom, et selon laquelle ce n'était pas un esprit du tout. C'était, étrangement, une espèce inconnue de pieuvre dodo qui, par hasard, avait élu domicile dans un bien immobilier de choix à Londres. Cela signifierait que, d'une manière ou d'une autre, cet animal aurait dû migrer depuis la rivière jusqu'au système d'égouts de Londres avant d'entrer dans la maison par la plomberie. Mais selon la théorie, il se nourrissait normalement de rats, tout en appréciant parfois de croquer un visiteur de passage. Alors, qu'il s'agisse d'un fantôme, d'un poltergeist, d'une pieuvre mutante ou simplement du produit d'imagination trop fertiles alimentés par l'alcool, l'épuisement et la superstition. Eh bien, la légende persiste encore. L'identité de cet étrange être sans nom reste un mystère. Par une soirée calme, au début de l'année 2004, une jeune fille nommée Annika était assise à son bureau dans sa chambre, dans la maison familiale à Torun, en Pologne. Elle était censée faire ses devoirs, mais elle n'arrivait tout simplement pas à se concentrer. Elle ne cessait d'avoir cette impression écrasante d'être observée. Et donc, elle s'arrêtait parfois, et tournait l'épaule à plusieurs reprises pour regarder derrière elle. À un moment donné, elle alla même jusqu'à se pencher pour regarder sous son lit, afin de vérifier si quelqu'un ne s'y cachait pas. Mais la chambre était vide. Il n'y avait rien. Vous savez, elle se considérait comme une personne plutôt rationnelle, alors elle mit cela de côté. Elle se dit simplement que ce n'était que son imagination et que son instinct lui jouait des tours. Quelques heures plus tard, Anna et ses parents étaient maintenant assis autour de la table du dîner, quand Anna commença à s'agiter sur sa chaise. Elle ne cessait d'ajuster le col de sa chemise et de jeter des regards derrière elle. Et au bout d'un moment, sa mère finit par lui demander « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va ?» Anna répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle se sentait étrange depuis le matin, sans trop comprendre pourquoi. Elle mit ça sur le compte de la fatigue, du froid. Surtout cette sensation glaciale, persistante, à l'arrière de son cou. La mère d'Anna lui prit alors la main et toucha son front. Et à ce moment-là, elle sentit que sa peau était glaciale. Et pourtant, la maison était à température normale. Sa fille était là, mais il était évident que quelque chose n'allait pas. En l'examinant de plus près, la mère remarqua qu'Annika paraissait extrêmement pâle. Et dans le même temps, elle transpirait abondamment. Puis, en fixant encore davantage le cou de sa fille, elle eut un choc. Là, juste au niveau du col de sa chemise, elle aperçut quelque chose bouger. Et pour la mère,
Cela ressemblait à de petits tentacules blancs qui remuaient. La mère d'Anna recula brusquement de la table en hurlant, exigeant de savoir ce qu'elle venait de voir. Le père, surpris et confus, demanda ce qui n'allait pas. La mère n'eut qu'à pointer le doigt vers le cou de leur fille. Mais quand le père regarda à son tour, il n'y avait plus rien. Les tentacules avaient disparu. Les deux parents étaient maintenant déconcertés. Et le père, fidèle à lui-même, adopta son attitude de papa pragmatique en marmonnant. « Oh, peu importe. Je suis juste là. » Mais la mère d'Anna restait catégorique. Ce qu'elle avait vu était bien réel. Et avec tous les symptômes de leur fille, il était évident que quelque chose se produisait. Malgré ce moment de chaos, ils firent de leur mieux pour terminer le repas, mais l'ambiance était complètement détruite. Personne ne dit plus un mot. Ils essayèrent de passer une soirée à peu près normale. Cette nuit-là, Annika s'endormit dans son lit, mais sans prévenir, elle se réveilla en sursaut, et elle sentit alors une pression intense autour de son cou, comme si quelque chose était en train de l'étrangler, de lui ôter la vie. Et quoi que ce fût, cela était glacial, comme de la glace. Alors, elle se redressa d'un bond et porta immédiatement la main derrière sa tête. Mais en tâtant autour de son cou, il n'y avait rien. Pourtant, elle sentait toujours cette présence familière, comme si quelqu'un, ou quelque chose, était encore dans la chambre avec elle. Elle se leva même, alluma la lumière pour vérifier, mais elle ne vit rien. Alors elle se dit, « Tu sais quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Je commence vraiment à flipper. Je vais simplement retourner me coucher. » Et finalement, elle se rendormit. Le lendemain matin, elle raconta à ses parents ce qui s'était passé. Mais pour une raison ou une autre, même si les événements de la veille étaient encore frais dans leur mémoire, ils convinrent qu'elle avait simplement fait un mauvais rêve, qu'elle devait être vraiment malade. C'est alors que la mère d'Annika s'excusa de l'avoir effrayée la veille. Elle lui dit qu'elle avait sûrement vu quelque chose, sans savoir quoi, qu'elle était en pleine crise d'hystérie. Elles se réconcilièrent, mais au fil des semaines suivantes, les choses ne s'arrangèrent pas. Tout cela devint une habitude nocturne. Chaque nuit, Annika se réveillait au milieu de son sommeil avec cette sensation glaciale autour du cou, comme si quelque chose l'étranglait. Et elle avait si peur qu'elle en venait à redouter le moment d'aller se coucher. Elle essayait de rester éveillée le plus longtemps possible, jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Au bout d'un mois, ses parents commencèrent à remarquer qu'elle avait visiblement maigri. Il est important de préciser qu'Annika n'essayait pas de perdre du poids. Mais au fil des semaines, elle devint de plus en plus amaigrie, avec d'énormes cernes noires sous les yeux. Ses parents étaient maintenant très inquiets. Les choses empirèrent lorsque le scénario du dîner se reproduisit exactement comme la première fois. Une fois encore, sa mère regarda sa fille et aperçut ces sortes de tentacules blancs près de son cou. Mais au moment où elle cria, ils avaient déjà disparu. À peu près à la même période, Annika et son petit ami passaient du temps ensemble dans un parc, essayant de faire semblant que tout allait bien. Ils s'amusaient et décidèrent de prendre quelques photos d'elle, comme le font tous les ados. Mais lorsque son petit ami rentra chez lui et parcourut les clichés, il remarqua quelque chose de très étrange. Sur l'une des photos, on distinguait clairement, à l'arrière du cou d'Annika, ces mêmes tentacules blancs. Ils étaient semi-transparents, presque fantomatiques, mais indéniables, et ils ressemblaient exactement à ce que la mère d'Annika avait décrit avoir vu. Il montra les photos à Annika et voulut aussi les montrer à sa mère. Mais Anna l'obligea à les effacer. Elle ne voulait pas que ses parents soient encore plus bouleversés qu'ils ne l'étaient déjà. Mais à ce stade, après plusieurs mois de cette épreuve, elle avait perdu énormément de poids. Ses vêtements pendaient sur elle et elle paraissait visiblement malade. Ses parents savaient que cela allait bien au-delà de simples cauchemars ou de l'imagination de sa mère. Alors ils l'emmenèrent voir un médecin. Le médecin comprit immédiatement que son état était grave. Elle fut donc admise à l'hôpital et diagnostiquée comme souffrant de malnutrition sévère. Elle risquait sérieusement de développer une anémie. Durant son hospitalisation, les médecins procédèrent à une batterie de tests. Ils pensaient qu'elle avait peut-être un ténia ou une sorte de parasite qui absorbait ses nutriments, et que c'était pour cela qu'elle perdait du poids. Mais malgré tous les examens, ils ne trouvèrent rien. Ils envisagèrent ensuite un problème métabolique, mais aucune preuve n'allait dans ce sens. Ils la dépistèrent même pour des cancers, mais là encore, aucun signe alarmant. Ils cherchèrent la moindre maladie pouvant expliquer son état, mais il n'y avait rien. Cela n'avait aucun sens. Tous les médecins étaient complètement désemparés. Et bien qu'il s'agisse clairement d'une urgence médicale, il n'existait aucun protocole à suivre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui causait sa maladie. Malgré tout, ils prescrivirent à Anna un traitement à base de perfusion hypercalorique, de vitamines variées et de médicaments pour stimuler son appétit. Ils la surveillèrent de près, et ne purent qu'espérer le meilleur.
Mais même avec tout cela, elle ne s'améliorait pas. Elle empirait. Une nuit, une infirmière de l'étage où séjournait Annika entendit un cri. Elle se précipita dans sa chambre et la trouva assise sur son lit, les yeux grands ouverts de terreur, les mains serrées contre son cou. L'infirmière accourut et lui demanda ce qui n'allait pas. Mais Annika continuait de hurler. « Il est là. Il est là. Il est sur moi. » Or, l'infirmière ne voyait absolument rien. Elle la pressa de s'expliquer. « Mais de quoi parles-tu » Et durant la semaine suivante, cela se reproduisit encore et encore. Annika se réveillait en pleine nuit, hurlant, terrorisée par quelque chose que le personnel ne pouvait ni voir ni détecter. Finalement, les médecins en conclurent qu'elle souffrait forcément d'un trouble psychiatrique, peut-être d'un trouble alimentaire, ou d'une condition qui se manifestait désormais par d'horribles hallucinations. Elle fut donc transférée en service psychiatrique. Là, ces nouveaux médecins essayèrent de la convaincre que tout ce qu'elle vivait n'était pas réel. Selon eux, sa malnutrition comme ses crises n'étaient que dans sa tête. Mais bien sûr, Annika savait que ce n'était pas vrai. Quelques semaines plus tard, son état ne montrait toujours aucune amélioration. C'est alors qu'un prêtre, qui venait parfois à l'hôpital pour offrir un soutien spirituel aux patients, entendit parler de son cas. Après avoir discuté longuement avec Annika et écouté toute son histoire, il sut immédiatement ce qu'il fallait faire. Il passa un coup de fil à un exorciste. Les médecins de l'hôpital dirent plus tard n'avoir eu aucune connaissance de cela. Mais selon le témoignage d'un gardien de nuit qui travaillait à cet étage, un homme vêtu en prêtre arriva à l'hôpital vers 2 heures du matin. On le conduisit dans une chambre vide du couloir d'Annika, où il resta enfermé pendant environ 2 heures. Lorsqu'il ressortit, le gardien affirma que ce prêtre paraissait absolument terrifié. Son visage était livide, il transpirait abondamment et il ne pouvait même plus se tenir debout. 2 infirmières de nuit durent presque le porter pour l'installer dans un taxi. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la véracité de cet épisode d'exorcisme. Mais tous s'accordent à dire qu'Annika commença à aller mieux à partir de cette nuit-là. Ses terreurs nocturnes cessèrent. Elle ne ressentit plus cette présence derrière elle, ni cette chose glaciale autour de son cou. Et surtout, elle recommença à reprendre du poids. 1 semaine plus tard, elle était assez rétablie pour quitter l'hôpital. Les médecins qui l'avaient suivie durant des semaines étaient stupéfaits de son amélioration soudaine. Ils n'avaient aucune explication. 1 mois après sa sortie, elle avait retrouvé sa vie normale, ses amis, son petit ami, sa famille. Annika ne saura jamais vraiment ce qui s'était emparé d'elle, mais elle sait que sa vie fut sauvée grâce à une intervention de dernière minute, en pleine nuit, par un prêtre dont elle n'a jamais su le nom, mais à qui elle devra toujours une dette éternelle.